Marc Alexandre, dont le nouveau roman s'intitule « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé ». J'adore cette phrase. Marc Alexandre, souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé, nous emmène à la rencontre de Jaromil. Jaromil est un musicien de jazz dont on va suivre le parcours qui va être avec des hauts et des bas. C'est quelqu'un qui va devoir apprivoiser ses démons. Il va rencontrer des gens qui vont l'aider à trouver son identité, trouver sa voie. Le jazz en fera partie aussi. C'est presque un personnage dans ce livre. Jaromil, sa particularité, c'est qu'il est métis. Son père l'a abandonné quand il était tout petit. Il a quitté sa mère qui est blanche. Et il va grandir dans un milieu qui, d'une certaine façon, ne le reconnaît pas pour ce qu'il est. Jusqu'au moment où il va découvrir le jazz à Harlem, en la personne d'un mentor, Al, qui va être pour lui une révélation. Alors avant d'en parler un petit peu plus, déjà, qui est Jaromil? Est-ce que c'est un personnage complètement inventé? Est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un? Et pourquoi son histoire? Alors, Jaromil est un personnage complètement inventé, mais qui est aussi un personnage tressé de personnes rencontrées, de musiciens, de jazz, d'enfants de l'instant, de gens qui considèrent que leur vie est sans cesse en chantier, sans cesse enchantée aussi par la musique elle-même. Et j'ai eu envie de raconter une histoire au départ sur la paternité, une histoire sur le jazz. Et donc c'est un roman sur le jazz, un roman jazz sur le jazz, et un roman libre sur la liberté et sur la tâche imprescriptible d'être père. Alors, au tout début du roman, Jaromil va recevoir un colis. Et il va découvrir pour la première fois la photo de son père et d'une certaine façon, son héritage paternel va lui arriver dans une boîte qui va être un bouleversement, évidemment. Mais il y a aussi la question de sa propre paternité qui est évidemment très, très importante. Donc il est question évidemment de ce qu'on transmet, de ce qu'on nous a transmis ou pas, et qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce qu'on transmet soi-même, et comment on arrive à naviguer entre ces eaux, comment on survit. Oui, c'est un roman qui questionne de manière forte le fait ou la fête d'être père, c'est selon, et comment on transmet quand on ne nous a rien transmis. Jaromil n'a pas connu son père, il a détesté d'ailleurs ce père absent, et il est père lui-même d'une magnifique enfant qui s'appelle Indira, et comment il transmet à sa fille ce qu'on ne lui a pas transmis. Et la musique va l'y aider, l'amour va l'y aider, et puis la rencontre avec son père, parce que finalement la rencontre se fait, elle se fait de manière profonde, radicale, bouleversante, mais elle finit par se faire. Mais quand son père n'est plus là, elle se fait avec la voix de son père, parce que dans la boîte qui lui arrive, il y a une photo trait pour trait troublante. Donc Jaromil va réaliser qu'il porte le visage de son père dans le sien, donc il lui ressemble absolument. Et puis dans cette boîte, dans ce courrier qui arrive, il y a aussi des lettres, des cassettes audio, la voix du père qui raconte pourquoi il est parti. Et Jaromil va prendre l'habitude d'aller courir avec la voix de son père. Il a son Walkman et il a ses écouteurs et il court avec la voix de son père. Il a l'impression que ces kilomètres avalés le rapprochent aussi, lui permettent de rattraper le temps perdu. Et son père lui parle, il lui dit pourquoi il est parti, il lui dit surtout qu'il a toujours été là pendant toutes ces années où Jaromil l'a détesté pour son absence, détesté même à un moment donné pour ce métissage qui a été source de tous les maux de son enfance et de son adolescence dans sa ville de Limoges, où il est né et où il a grandi. On le dit nègre à moitié, c'est une phrase terrible, puisqu'en fait, à la fois, c'est une manière de l'insulter et c'est aussi une manière d'annihiler une partie de lui-même. Il est amputé d'une partie de lui-même. Oui, il est appelé nègre à moitié par certains membres de la famille de sa mère.
Et c'est dans cette insulte, il y a aussi quelque chose qui est terrible pour un enfant, c'est-à-dire que c'est presque une chance. Parce qu'ici, les nègres à moitié, il est à moitié blanc. Et c'est ça qui le sauverait, en fait, d'être à moitié blanc. Et donc, la musique va finir par le concilier tous les versants de son être, parce qu'il va réaliser, en fait, adolescent, il a essayé, pour parler de manière triviale, de vivre le cul entre deux chaises. Et il va réaliser qu'en fait, il n'en a rien à faire des chaises et qu'il peut s'asseoir par terre, en fait, parce que la musique, parce que le jazz, le syncrétisme du jazz, le métissage du jazz, et l'ouverture du jazz au tout monde, en fait. Oui, parce que le jazz a la particularité de ne pas être, et nous en avons parlé en off, si j'ose dire, tous les deux, c'est une musique en mouvement permanent, donc qui ne fige pas les choses et qui vous donne la possibilité de vous réinventer en permanence. Donc il y a un effet miroir entre sa propre identité et celle de la musique qu'il produit. Oui, et il va embrasser totalement cette musique parce qu'elle lui dit « tu as le droit d'être et tu as le devoir d'être. Tu as le droit de ne pas être aussi. » Et tu as le même devoir. Et ça, c'est merveilleux. Ça permet à cet enfant cet enfant qui est devenu un homme, qui est devenu père, ça lui permet de trouver la paix aussi et de sortir de cette identité racine pour aller vers une identité rhizome qui est tout le temps en construction, tout le temps en déploiement et en envol, en fait. Alors, la paternité revêt plusieurs costumes, si j'ose dire, plusieurs visages, puisqu'il y a évidemment le père qu'il retrouve sur le tard, mais en fait, d'une certaine façon, il reçoit ce colis de son père à un moment où il est préparé à le recevoir, puisqu'il a rencontré une autre figure paternelle, son mentor, Al, qui va peut-être l'initier justement à la possibilité de ces rhizomes que vous évoquez, à travers la musique, à travers aussi des racines plus ancestrales, puisque Al, qu'il rencontre à Harlem, est originaire de Tanzanie. Le rôle de ce personnage qui va à la fois le découvrir dans son talent musical, va aussi le découvrir à lui-même. Oui, Al est essentiel. Al est un alchimiste et il est essentiel dans la construction de Jaromil. Déjà, il l'accueille. La première fois, il faut imaginer que ce garçon qui a grandi sans repère, se trouve pour la première fois accueilli. Et la famille, sa famille, celle qu'il choisit, celle qui le porte au nu aussi, à un moment de sa vie où il était dans une crise d'identité. Cette famille-là, c'est une famille de musiciens. Et cette famille de musiciens a un père, un grand frère, un aîné bienveillant qui s'appelle Al, qui est pianiste tanzanien. Et qui a monté un groupe qui s'appelle le KGB pour le Kilimanjaro Groove Band. Et Kilimanjaro, pourquoi ? Parce que Al est tanzanien et que le mot Kilimanjaro lui rappelle sans cesse d'où il est venu et lui rappelle surtout qu'il peut être aussi grand que cette montagne quand il va dans le monde. Et donc voilà, il a cette figure-là qui arrive, ce mentor, et puis ce mentor qui sait d'où il vient, mais qui sait aussi que cet endroit d'où il vient ne l'enferme pas. Au contraire, cet endroit d'où il vient est un endroit... Pour parler de manière très simple, ses racines lui donnent des ailes, en fait. Et il lui dit, voilà, tu peux être comme ça. Et tout change pour Jaromil à partir de ce moment-là. Autre basculement très, très important, la rencontre avec Maïcha, qui est à la fois l'amour, la muse, l'élan vital et de vie, puisqu'elle va lui donner un enfant, et qui va l'emmener une étape plus loin, presque dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'il rencontre le père spirituel et puis ensuite il rencontre la femme qui va l'emmener encore plus loin. Et le père spirituel qui lui présente cette femme en plus. Et Maïcha, le prénom en swahili signifie vie, donc elle est vraiment la vie aussi, elle incarne la vie, elle donne la vie et elle fait ressentir à Jaromil pour la première fois ce battement de cœur qui dit ça y est, en fait. Ça y est. Je touche à l'absolu. Alors, rien n'est simple. Le jazz lui permet de se découvrir. Le jazz va faire aussi qu'il va se perdre à nouveau et se retrouver. Vous le dites d'ailleurs dans le livre, quasiment dans ces mots-là. L'arrivée d'Indira, que vous évoquiez tout à l'heure, l'enfant, va être peut-être la salvation ultime, la prise de conscience qu'il y a quelque chose à sauver parce qu'il y a quelque chose à transmettre.
Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de ça. L'arrivée d'Indira, c'est le basculement aussi. C'est-à-dire que Jaromil, comme beaucoup de musiciens de jazz, alors mais je pourrais dire beaucoup d'artistes, mais alors je vais reparler des musiciens de jazz qui, pour moi, sont vraiment des enfants de l'instant. Et c'est arrivé dans sa vie, elle change tout. Jaromil est quelqu'un qui ne pensait qu'à la musique, à sa musique, et qui est passé par toutes les étapes, comme beaucoup de musiciens, c'est-à-dire que sa vie, c'était sa musique. Jusqu'à la rencontre avec Maïcha, jusqu'à la naissance d'Indira, sa vie, c'était uniquement la musique. Et la solitude du musicien. La solitude en tournée, la solitude quand on s'enferme, ce confinement qu'on choisit pour pratiquer son instrument, pour aller chercher toujours plus loin cette note bleue qui n'existe peut-être pas. Et puis, il y a à un moment donné cette femme qui arrive, cette rencontre, l'éclosion à eux-mêmes, et puis cet enfant, fille de leur histoire, qui ne passe pas, ne lasse pas, ne casse pas, en fait. L'écriture de ce livre a plusieurs rythmes, plusieurs voix. Il y a la prose, le récit, et puis il y a la scansion, la poésie, le vers, notamment quand il s'adresse à Indira, où là, le poème se déploie. C'est le sujet qui crée le style, c'est la personne à qui l'on s'adresse qui impose le rythme. Oui, et puis il y a certainement aussi le fait que je suis incapable de faire sans poésie. Je suis incapable de vivre sans poésie. Ça tient aussi peut-être à ça, mais ça tient aussi effectivement au sujet. Et le titre du roman, Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé, pardon, est le titre d'un poème que j'ai écrit il y a 22 ans, qui était un texte que j'adressais à mon fils quand mon fils est venu au monde. Et c'est un long poème que je n'ai jamais cessé d'écrire, puisqu'ensuite j'ai 2 filles qui sont venues au monde aussi. Donc c'est un long poème que j'adresse à mes enfants. C'est le titre d'un poème. Donc la poésie est là aussi pour ça. Je vous propose de nous lire un extrait, et je pense que ce sera la plus jolie manière de terminer cette présentation de la rentrée Kalman-Levy en écoutant des mots et de la poésie. Avec plaisir. Je vais me laisser choisir par un texte. Indira, je suis né père dans ton regard et ta petite voix, regard et voix d'enfant, être ange à l'innocence fragile. Enfant qui m'enlève mon droit légitime au désespoir, me relève quand je tombe, m'élève et me fonde, me pousse à la fronde du monde. Enfant qui me fait grandir chaque jour en amour. Indira, j'ai ta main dans la mienne et me reviennent en mémoire du cœur 1000 souvenirs du futur, 1000 sourires à la vie qui bat des ailes dans tes jeux d'enfant, dans tes yeux de fée. Le temps, labyrinthe réversible, est passé trop vite. Ma fille m'a sauvé la vie au sens propre. Victime d'une overdose, j'y serais resté si Indira ne m'avait trouvé, chez nous, dans le salon, inerte ou presque, au sol. La voix de Billy, H, soleil noir, résonnait dans la pièce. Le premier vinyle que je m'étais acheté tournait en boucle sidérante, tandis que j'agonisais, drapé dans l'émotion du chant de Lady Day, consumé par la came consommée jour et nuit. Je m'étais écroulé ce matin-là, après un shoot rapide que je pratiquais comme un sport de combat contre la mort, qui aurait sûrement remporté victoire si ma princesse n'était pas sortie de son lit parce qu'elle avait soif et que je ne répondais pas à ses appels. Indira m'a sauvé la vie au sens propre, en prenant ma main gauche dans la sienne droite, tandis que de l'autre, elle composait le numéro des urgences sur le téléphone de la maison, comme sa mère le lui avait appris. Geste maintes et maintes fois répété par une enfant appliquée,
Geste juste qui m'a sauvé la vie au sens propre et figuré. J'ai arrêté les drogues dures après ce jour de septembre où j'ai littéralement vu ma fille me regarder crever. Ma fille dont le visage d'ange m'était apparu si flou, si loin au seuil de partir. Et pourtant, ce visage m'avait tenu ou retenu là, en présence, je pense, avant l'arrivée des premiers secours. Sur la platine, la face B du disque Lady Sings the Blues, mirifique album pour mourir ou revivre. Près de moi, ma jolie môme qui allait perdre définitivement partie de son innocence d'enfant, ma jolie môme qui veillait depuis sur moi, petite maman, ma fille. Un saxophone pleure et la voix de Langston H déchire le vide. À la dérive, mon esprit flotte et mes souvenirs qui s'emballent me replongent au nord de Manhattan, à Harlem, en ces temps immémoriaux où ce quartier foisonnant était considéré comme la Mecque du renouveau noir. Harlem, berceau et foyer d'une effervescence artistique porteuse d'espérance. Harlem, 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 ce nom résonne et résonne en moi. Harlem jazz, Harlem blues, Harlem chante, Harlem danse, Harlem rit, Harlem vit, Harlem vibre, Harlem inspire, Harlem respire, Harlem expire, Harlem meurt, vive, Harlem. Harlem est morte. Vive Harlem. Morte plus d'une fois car il faut mourir pour renaître. Oui, la mort est condition fondamentale de toute renaissance. Harlem vit. Harlem vibre, Harlem chante, Harlem danse, Harlem inspire, Harlem expire, Harlem respire, Harlem vive, Harlem. Merci.